Ce réseau-là, c'est ce à quoi ressemble l'espace à l'échelle de Planck. Cette théorie va complètement chambouler votre vision de l'univers. On a besoin de quelque chose pour essayer de résoudre le problème. Si je veux comprendre la gravité quantique, il faut que fondamentalement je comprenne les trous noirs. Et la théorie de la gravitation quantique à boucle nous fournit tout ce qu'il nous manque. Elle nous aiderait à comprendre les trous noirs et ce qu'ils cachent en leur centre. On comprendrait autant l'infiniment grand que l'infiniment petit. Cette théorie nous aiderait à appréhender la matière noire, les trous blancs, la structure de l'espace-temps, la nature même de l'énergie noire, l'expansion de l'univers, l'évaporation des trous noirs et même l'origine de l'univers. L'espace-temps, au final, ça va être une superposition de plein de ces petites boucles. La théorie de la gravitation quantique à boucle est un véritable chef-d'œuvre, encore incomplet. Cette théorie viendrait changer notre perception de l'espace-temps. Elle emploie des méthodes jusque-là inexplorées. Donc il pourrait y avoir eu avant un univers qui s'est contracté. Et ce volume minimal, il est super intéressant pour comprendre la physique des trous noirs et aussi pour comprendre le Big Bang. Mais comment exactement? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle a de si différent? Comment pouvons-nous comprendre cette théorie? En passant par l'espace-temps, les trous noirs et la mécanique quantique, on va en venir à cette théorie merveilleuse qui bouleverserait notre compréhension de l'univers. Et juste avant, sachez que vous êtes presque 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Si jamais vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Et petite question, est-ce que vous souhaitez voir des documentaires encore mieux réalisés, plus qualitatifs et mieux produits? Personnellement, j'adorerais en faire, mais malheureusement, je me retrouve limité pour financer tous les projets que j'ai en tête. C'est pourquoi j'ai lancé une cagnotte pour la chaîne YouTube pour ceux qui voudraient bien m'aider à grandir et à accomplir mes ambitions. Vous le pouvez, si vous le souhaitez, faire un don sur la cagnotte Litchi que j'ai ouverte. Et le lien se trouve en description. Sachez d'ailleurs que j'écrirai quelque part dans mon décor tous les noms des contributeurs de cette chaîne. Merci à vous pour votre générosité. Je vous aime. Notre univers, on le comprend sous deux formes. Il y a l'infiniment grand et le monde de la mécanique quantique. C'est le monde des particules, du très petit. Dans cette coque Rhino Shield par exemple, chaque particule est en interaction les unes avec les autres pour constituer les matériaux souples et résistants qui protègent votre téléphone. Avec des technologies avancées, les coques sont faites pour absorber les chutes et amortir l'impact. Et vous n'avez encore rien vu. Si votre téléphone n'a pas de coque ou n'a qu'une simple coque clapée en cuir par exemple, eh bien je vous conseille vivement d'aller visiter le site de Rhino Shield. Confortable et ferme, ces coques Rhino Shield constituent la meilleure protection pour plus d'une centaine de modèles de smartphones comme Apple et Android. Il y a même les nouveaux iPhones, Pixel et Galaxy. Leurs produits sont respectueux de votre santé et de l'environnement avec des coques et des emballages 100% recyclables et l'utilisation d'encre non toxique. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez personnaliser votre coque à votre goût. Et pour être honnête, il y a du choix. Sur leur site, vous avez des designs uniques et exclusifs des collections NASA, Star Wars, collection Japon, One Piece, Naruto, Marvel et même Van Gogh Museum. J'utilise leurs coques depuis pas mal de temps et je confirme qu'elles sont bien solides. Vous pouvez choisir une protection intégrale grâce à leur protection d'écran et protection d'objectif. En termes de coque, il existe 3 modèles phares chez Rhino Shield, compatibles avec MagSafe avec le même haut degré de protection. Vous avez la Solid Suite, classique et solide, la Clear, transparente et qui ne jaunit pas, désormais disponible en couleur, et la mode NX avec le verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. Si jamais ça vous intéresse, sachez que vous avez moins 10% sur tout le site pendant 48 heures avec le code ZEBROLOS ou en passant directement par mon lien en description. Merci à Rhino Shield de m'accompagner pour cette vidéo et reprenons. On va parler aujourd'hui de la gravitation quantique à boucle. Alors petit disclaimer, je tiens à préciser que je ne suis pas scientifique et je n'ai pas l'âme d'un chercheur. J'ai fait énormément de recherches sur le sujet pour que mes explications soient les plus correctes possibles, mais étant donné que c'est un sujet très complexe, alors il est possible que vous constatiez des erreurs. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, je le prendrai pas mal, tant que c'est constructif. Notre univers, on le décrit sous deux formes diamétralement différentes, mais pourtant très liées. Tout commence en 1915 où Einstein trouve une théorie qui permet de décrire en partie notre univers. Une théorie magnifique qui expliquait qu'en fait tout notre univers était l'espace-temps. Cette théorie, c'est la relativité générale. Tout a commencé quand Albert Einstein a publié cette théorie en 1915. Dès lors, le milieu de la physique a tremblé. On peut désormais décrire l'interaction gravitationnelle et en faire un lien avec l'espace et le temps. Et vous pensez que cela n'a pas de rapport avec la théorie de la gravitation quantique à boucle? Eh bien vous avez tort, ça a tout à voir. Seulement, il faut d'abord comprendre ça avant de se lancer dans cette théorie qui révolutionne notre compréhension de l'univers. Ici, on va parler de la manière dont on décrit la gravité. Mais vous découvrirez par la suite qu'on peut la décrire d'une toute autre manière, nous menant tout droit à la théorie de la gravitation quantique à boucle. À cette époque, cette théorie a juste révolutionné notre compréhension de l'univers. Alors que jusqu'alors, on pensait la gravitation comme une force qu'on n'expliquait pas, maintenant, on aborde une toute autre vision complètement différente. Au départ, Einstein s'est aidé de sa théorie publiée quelques années plus tôt, celle de la relativité restreinte. C'est dans cette théorie qu'il avait réussi à lier l'espace et le temps. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Dans cette théorie-là, il est bien expliqué que la lumière ne peut pas aller plus vite
que 300 000 km par seconde. Et rien d'autre dans l'univers ne peut aller plus vite. Sauf que, de notre point de vue à cette époque, on pensait que la gravitation avait un impact instantané. Imaginez que le Soleil disparaisse d'un coup, d'une seconde à l'autre. Le Soleil n'est plus. Pour nous qui sommes sur Terre, on verra que le Soleil aura disparu seulement 8 minutes après sa véritable disparition. Le temps en fait que la lumière nous parvienne. Mais si le Soleil disparaissait, alors la Terre n'est plus attirée par le Soleil. Elle commencera à divaguer dans l'espace, en allant tout droit. Et ça, justement, c'est parce que le Soleil n'est plus là pour retenir la Terre. Et n'a plus aucune influence gravitationnelle. Sauf qu'à cette époque, on pensait que si le Soleil disparaissait, alors la Terre allait directement se mettre à divaguer dans l'espace. En gros, ça voudrait dire qu'on commencerait à voir la Terre se détacher de l'influence gravitationnelle du Soleil, avant même de le voir disparaître dans le ciel. Mais ça n'avait pas de sens pour Einstein, puisque rien ne pouvait aller plus vite que la lumière, même pas la gravité. Donc, il en est venu à expliquer l'interaction gravitationnelle grâce à la relativité générale. Avoir une théorie qui est aussi belle et qui en même temps est vérifiée, dont les principes sont vérifiés, dont les prédictions sont vérifiées avec une acuité probablement inégalée, c'est quand même un coup de génie assez extraordinaire. Le but de la relativité générale, c'est de décrire la gravitation. La gravité, ça va être simplement une propriété de l'espace-temps lui-même et non pas des objets. L'espace-temps, c'est le continuum qui définit notre univers. C'est-à-dire que notre univers tout entier, c'est l'espace-temps. Pour comprendre en détail ce principe, sachez que j'ai fait un documentaire complet sur le sujet. Mais pour résumer, l'espace-temps, c'est un principe mathématique qui décrit la structure de l'univers. Ce sont les dimensions de notre univers. Et il y en a 4. Les dimensions d'espace, longueur, largeur, hauteur, mais aussi la dimension de temps. Puisque quand on se déplace dans l'espace, on se déplace également dans le temps. Ça paraît un peu contre-intuitif d'imaginer le temps comme une dimension. Mais ça l'est pour la simple et bonne raison que c'est la seule dimension qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas l'observer, ni la matérialiser. On ne peut jouer aucun rôle dessus, contrairement aux dimensions d'espace qu'on côtoie tous les jours. Alors c'est pour ça que cette dimension de temps ne nous est pas naturelle. En liant les dimensions d'espace avec la dimension de temps, on en arrive à l'espace-temps. Et la relativité générale, c'est cette idée qu'a eu Einstein que l'interaction gravitationnelle est de nature géométrique. Ce qui crée l'interaction gravitationnelle entre deux corps, c'est une déformation de l'espace-temps. Pour expliquer l'interaction gravitationnelle, on va imaginer des courbures qui se créent dans l'espace-temps. C'est un peu comme des vallées qui se forment dans un paysage. Plus la vallée est profonde, plus la gravité sera forte, et plus on aura de mal à remonter la vallée. Mais ces vallées, on ne les ressent pas, puisqu'il s'agit de l'espace-temps lui-même qui se courbe. Et nous sommes nous-mêmes dans l'espace-temps. On est nous aussi, composés de ces 4 dimensions. C'est pour cette raison qu'on ne ressent pas ces courbures qui se créent. C'est exactement comme sur Terre. La Terre est bel et bien ronde, mais en marchant sur Terre, on ne ressent pas la courbure de la surface de la Terre. En conclusion, vous comprenez peut-être ce qu'est l'espace-temps. C'est la toile de notre univers. Alors par exemple, imagine 2 personnes qui partent de l'équateur et qui vont suivre des trajectoires parallèles. Donc ça veut dire, ils se disent par exemple, tous les 2 vont partir vers le nord. Hop, ils partent vers le nord. Comme ils voyagent vers le nord, ils vont se rapprocher. Et là, il n'y a personne qui va dire, il y a une force gravitationnelle qui les attire. Elles marchent droite, il n'y a pas de force entre elles. Tout le monde va dire, en fait, c'est parce que la Terre est ronde. Et c'est exactement ça la relativité générale, c'est qu'on va dire que c'est l'espace-temps, c'est notre univers qui est courbe. On suit tous des lignes droites, et c'est juste que la géométrie est courbe. Et nous sommes tous les objets composant l'univers dans cet espace-temps. On dépend tous de lui, et on l'influence. Même notre simple existence en tant qu'être humain influence l'espace-temps. Très faiblement, certes, mais il l'influence quand même. La question, c'est comment. On l'aura compris, plus on influence l'espace-temps, et plus on crée une courbure au sein même de ce continuum. Et plus notre gravité sera forte. J'aime bien penser à des trampolines. Quand on est sur le trampoline et qu'on marche dessus, on l'enfonce, on s'enfonce dedans. Et si on a des billes ou quelqu'un qui est à côté, ils vont avoir tendance à tomber dans le trou que l'on a créé avec notre poids. Einstein expliquait que cette toile constituait tout l'univers, même les parties les plus vides en matière. Et sous l'effet d'une masse ou d'une énergie, cette toile va se tordre et créer des courbures. Par exemple, la Terre, qui est une énorme boule, va créer une courbure dans cette toile. Et la Lune va donc tomber dans la courbure et être accélérée vers le centre de la Terre. Mais parce qu'elle a une certaine vitesse, elle ne va pas percuter la Terre, mais elle va juste tourner autour. Le Soleil aussi crée une courbure, sauf que la sienne est bien plus grosse. Et la Terre va continuellement être attirée par le centre de la courbure du Soleil. Mais parce que notre planète a une certaine vitesse, elle ne va jamais entrer en collision avec le Soleil. Et ce qu'on vient d'expliquer là, c'est le phénomène qu'on connaît tous, la gravité. On l'explique donc parce qu'une masse va courber la toile de l'univers et les autres objets massifs à proximité vont tomber vers le centre de la courbure. C'est comme ça qu'Einstein va révolutionner la physique, avec sa théorie
de la relativité générale. Ce principe, comme tous les principes de la physique, il est vrai tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est faux. Je base mes lois sur des principes, et tant que je n'ai pas montré qu'ils sont faux, ça va être très bien pour décrire le monde que je vais décrire. Newton est totalement vrai, est une théorie extraordinaire pour comprendre la physique, tant qu'on ne va pas trop dans l'infiniment petit, et tant qu'on ne va pas trop vite. Et là, ça devient faux. Maxwell a tout à fait raison de décrire les ondes électromagnétiques par ses équations, tant qu'on n'a pas besoin d'invoquer l'idée de photons, par exemple. Auquel cas, les équations de Maxwell ne marcheront plus. On sait maintenant expliquer la gravité, ce qui est remarquable. Mais on va très vite être confronté à un autre problème qui va directement nous mener à la gravitation quantique à boucle. Et ce problème, il arrive lorsqu'on découvre l'existence de ces fameux trous noirs. Schwarzschild, un très grand scientifique, avait déjà prédit leur existence en 1916. Ça veut dire qu'il savait que les trous noirs existaient avant même qu'on en découvre. Et ça, seulement grâce à la théorie de la relativité générale. C'est quand on découvre ces astres, ou plutôt ces régions de l'univers, que tout bascule. Globalement, on comprend notre univers à grande échelle. On comprend la gravité, sa nature, et pourquoi les objets massifs s'attirent. Un trou noir, on pourrait le définir finalement comme une sorte de limite entre notre univers et un univers qu'on ne peut pas observer. Un peu comme si on rentrait dans une autre sorte d'univers. Les trous noirs, ce sont des régions de l'espace-temps. Ce ne sont pas des objets célestes, c'est vraiment des régions dans l'univers, des régions de l'espace-temps. Sauf que ces régions, elles ne sont pas comme les autres. Elles sont bien différentes. Quelque chose de très très dense avec une densité énorme. C'est-à-dire quand on cherche à quitter la surface d'une planète, il faut une fusée qui va suffisamment vite pour s'en éloigner. Un trou noir, c'est défini comme un objet où il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour pouvoir en échapper. Si un trou noir empêche la lumière de s'échapper, c'est parce qu'il a une gravité qui est extrêmement forte. Et comme on l'a dit, plus la gravité est forte, plus ça veut dire qu'on courbe fortement l'espace-temps. Et bien en fait, un trou noir est tellement dense et tellement massif qu'il courbe l'espace-temps, comme jamais nous ne l'avions vu auparavant. Il n'y a rien, à notre connaissance, qui courbe l'espace-temps autant qu'un trou noir. Et ça, c'est simplement dû au fait qu'il est très dense. Imaginez la Terre, notre planète, qui courbe l'espace-temps. Mais la Terre, elle n'est pas très dense. Si vous condensez toute la masse de la Terre dans une région plus petite qu'un atome, vous allez créer un trou noir puisqu'il y aura énormément de matière en un seul endroit de l'univers, créant une attraction gravitationnelle si forte que la lumière ne pourra même pas s'en échapper. Plus une certaine quantité de masse est compressée dans une certaine taille, plus la courbure sera grosse. Et donc il existe des régions dans l'univers où une grande quantité de masse est compressée dans un seul point, dans un tout petit volume. Un volume même égal à 0. Toute matière, toute lumière, toute énergie qui rentrerait dans un trou noir tombe vers un centre. Mais ça tombe vers un centre absolu, un point au milieu du trou noir. C'est quelque chose qui est un petit peu étrange parce que ça veut dire que si on regarde ce point, la masse qu'il y a au centre est énorme. Toute la masse du trou noir est contenue dans un point. Or, un point, ça a une taille qui est 0. Si on veut expliquer la masse du trou noir, il va falloir se dire qu'en ce point-là, il y a une densité d'énergie qui est infinie. C'est le seul moyen de faire 0 fois l'infini égale un nombre fini, qui est la masse du trou noir vue de l'extérieur. Et ces régions donc courbent l'espace-temps tellement vite que la lumière ne peut même pas s'en échapper. Puisqu'en fait la courbure est tellement forte que la lumière n'est même pas assez rapide pour remonter de la courbure. Ce volume égal à 0, c'est ce qu'on appelle une singularité. Au centre, c'est comme s'il y avait une matière tellement dense que nos équations ne fonctionnent plus et qu'il faut aller plus loin. Quand on parle du début de l'univers, on dit que tout est concentré en un point, mais on sait très bien que c'est un problème dans nos équations. Parce que les effets quantiques nous ont toujours empêchés de tout fusionner en un point. On a besoin de quelque chose pour essayer de résoudre le problème. Et c'est là d'où provient le problème. Le problème qui nous mène directement à la gravitation quantique à boucle. Les singularités sont la cause de la plupart des questionnements qu'on a de l'univers. Ce sont des endroits qu'on ne parvient pas à expliquer. Des points indescriptibles. Du moins avec la théorie de la relativité générale. Mais pas avec d'autres théories. La mécanique quantique, c'est une autre théorie qui offre une nouvelle vision qu'on aurait de l'univers. Comme un peu la face opposée d'une pièce. Quand vous plongez dans un trou noir, vous plongez vers son centre. Et son centre est extrêmement petit. En fait, tout converge vers le monde de l'infiniment petit. Toute la matière du trou noir converge vers ce point, sans volume. Et ce monde de l'infiniment petit, on le décrit grâce à la théorie de la mécanique quantique. Le monde quantique n'est pas du tout la même chose que le monde classique dans lequel nous vivons. Les lois de la mécanique quantique sont bien étranges. Elles sont tellement incohérentes et insaisissables pour nous que ça ne sert à rien de les comprendre. On n'a pas cette logique
de vivre dans un monde dirigé par ces lois-là. Alors c'est totalement normal de se dire que ces lois paraissent totalement absurdes. Pourtant c'est bien comme ça, et on le sait grâce aux expériences qu'on a pu faire auparavant. Chaque théorie qu'on formule a ses propres lois. Des lois qui déterminent des mouvements, des interactions qui sont possibles ou non, bref, c'est un peu comme ce que permet ou ne permet pas une théorie. Et ça, ce ne sont pas les scientifiques qui les définissent, mais ce sont les mathématiques. Et les lois de la mécanique quantique sont très strictes, et nous paraissent très étranges. Par exemple, on ne peut pas déterminer à la fois la position et la vitesse d'une particule, comme un électron par exemple. On ne pourra pas définir sa position exacte et la vitesse à laquelle il se déplace. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. En fait, il y a un phénomène en mécanique quantique qui existe, c'est celui qui dit que ondes et corpuscules sont la même chose. Donc quand on parle de particules, d'un électron, on pense à un petit point qui va se déplacer dans l'espace quelque part. Normalement, on dit, voilà, ce point est ici. C'est pas un point, c'est une sorte de petite vague d'énergie qui se déplace dans l'espace, et cette petite vague d'énergie a une certaine taille. La mécanique quantique va dire que ce petit point va être habillé par tout un nuage de probabilités. Maintenant, il va être un peu délocalisé dans un petit nuage. On pourrait considérer que toute particule, c'est un peu comme une vague qui va se déplacer dans l'espace. Ça semble assez logique qu'on ait du mal à avoir en même temps la vitesse de la vague et sa position, simplement parce que c'est une vague. Donc déjà, définir la position d'une vague, c'est difficile vu qu'elle est un peu étendue. Si c'est possible que ton système soit à différents endroits en même temps, il va être en différents endroits en même temps. C'est pas que tu vas le voir à différents endroits en même temps. Quand tu vas regarder, ça va tout d'un coup le projeter à un endroit. Mais si tu ne regardes pas, il est vraiment à différents endroits en même temps. Et dans les singularités, au centre même des trous noirs, ces deux théories qui décrivent notre univers se réunissent. On est censé décrire la singularité grâce à la mécanique quantique, puisqu'on touche au monde du très petit. Mais on devrait aussi le décrire par la relativité générale, puisqu'on touche à la gravité. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas décrire la gravité dans le monde de l'infiniment petit. Bref, vous comprenez donc le gros problème qu'on a. On a deux visions de l'univers, toutes les deux correctes, mais qui se confrontent mutuellement. Enfin, plutôt on ne peut pas les lier ensemble. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails par rapport à tout ça, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, qui est un documentaire sur la théorie du tout. On ne sait pas encore parler de gravitation en mécanique quantique, comme on ne peut pas admettre que les lois de la mécanique quantique s'appliquent à notre univers, à grande échelle. À partir de ce moment-là, on va pouvoir enfin comprendre exactement ce que peut faire la théorie de la gravitation quantique à bout. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre ce qu'est un quanta. Les quantas, ce sont les plus petites valeurs qui existent, en termes de taille, en termes de volume, ou même en termes de temps. Je vais vous donner un exemple. Si vous comptez jusqu'à 2, vous faites 1, 2. Entre 1 et 2, il y a 0,1, 0,2, 0,3, etc. Et entre 0 et 0,1, il y a 0,01, 0,02, etc. encore une fois. Et vous continuez comme ça, entre 0,01 et entre 0,02, il y a 0,001, 0,002, 0,003, etc. encore une fois. Et finalement, vous allez arriver à un écart de temps. Ce temps-là, c'est le temps le plus incompressible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose entre les deux. Quand vous comptez, quand vous quantifiez ce temps-là, eh bien vous passez de l'un à l'autre, etc. jusqu'à arriver de 1 à 2. Prenez un rayon lumineux par exemple. Quand on parle de lumière, on parle aussi d'une onde lumineuse, ou plutôt d'une onde électromagnétique, puisque la lumière est une onde électromagnétique. Mais vous le remarquerez, c'est dans le mot, on parle d'une onde. C'est pareil que les ondes radio, etc. On peut imaginer une onde comme on l'imagine normalement. Sauf qu'en zoomant très fortement dans ce rayon lumineux, on va en fait voir que ce même rayon est constitué de particules très petites. Ce sont des particules de lumière. On les appelle les photons. Et il n'existe pas de particules qui soient plus petites qui composent ce rayon lumineux. Les photons sont les constituants élémentaires de ce rayon. On va dire que ce sont des quantas. Des quantas de lumière. Et soyez bien attentifs à cette phrase. Pour en arriver là, on a donc quantifié le rayon lumineux. On l'a quantifié parce qu'on a dit qu'il était composé de petites particules très petites, qui sont des quantas. Et c'est ça que signifie quantifier. On attribue des quantas à ce rayon lumineux. Je me répète un peu, mais c'est parce que c'est très important de comprendre cette notion-là pour la suite. D'un côté, on a la relativité générale, et de l'autre, la mécanique quantique. Dans un trou noir, tout plonge dans un point, dans l'infiniment petit. Donc en fait, tout plonge dans le monde de la mécanique quantique, et c'est justement là le problème. Et qu'est-ce qui se passe quand je prends un objet massif dans un monde très petit? Il va se créer un trou noir, parce que j'ai une très très forte densité. Les trous noirs. Ce sont dans ces endroits que se rencontrent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et à partir de là, on est obligé d'expliquer la gravité, dans le monde du très petit. Alors, on a fait pareil que l'électromagnétisme avec les photons. On a supposé que la gravité était expliquée par des toutes petites particules de gravité qu'on appellerait des gravitons. Mais vous vous en doutez bien, ça n'a pas marché. On ne comprend pas la gravité. Et ce qui est sorti de ces théories, c'est que
on n'avait que des infinis partout. Mathématiquement parlant, tout était infini, ce qui montrait que nos équations ne marchaient pas. On ne peut pas décrire les singularités qui sont elles-mêmes décrites en relativité générale par la mécanique quantique. C'est pour ça justement qu'on les appelle les singularités, puisque ça fait des suites d'infinis qui ne sont normalement impossibles. Mais tout ça, on ne peut pas le faire, puisqu'en fait, il n'existe pas de théorie de la gravitation quantique. Donc on n'explique pas la gravité et la gravitation dans le monde de la mécanique quantique. Puisque je vous le rappelle, la gravité, on ne l'a expliqué que grâce à l'espace-temps, à la toile de l'univers, grâce à la relativité générale. La singularité des trous noirs sont un peu comme des symboles de la gravitation, et donc on ne les explique pas encore en mécanique quantique, c'est pour ça qu'on ne les comprend pas. Si je veux comprendre la gravité quantique, il faut que fondamentalement je comprenne les trous noirs. Et on s'attend à ce qu'une théorie de la gravité quantique résolve la singularité. C'est comme si la gravité disparaissait lorsqu'on zoomait dans l'infiniment petit. Pourtant, elle existe toujours, au sein des trous noirs. Alors que faire? On est alors coincé, et on ne parvient pas à trouver une explication sans supposer l'existence du graviton. C'est ainsi qu'on en vient à la fameuse théorie des cordes, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo il y a quelques mois. Sauf qu'en théorie des cordes, pour que la théorie soit vraie, on a besoin d'accepter le fait qu'il n'y ait non pas 4 dimensions dans l'univers comme on l'entend aujourd'hui, mais bien 11. On doit accepter le fait qu'il existe 11 dimensions dans cette théorie. Elles seraient comme cachées et on ne pourrait même pas les déceler. Ceci dit, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux. L'autre approche, c'est la gravitation quantique à boucle. Et cette théorie va utiliser l'idée de quantification. Mais on ne va pas quantifier juste l'interaction gravitationnelle. On va carrément quantifier l'espace-temps tout entier. Donc en gros, c'est vraiment une quantification essentiellement de la gravité pure. Je prends la relativité générale, je ne prends pas les autres interactions fondamentales. Et j'essaie de voir si je peux appliquer, adapter, modifier les lois de la quantification pour en tirer quelque chose. Techniquement, c'est une quantification non perturbative de la relativité générale sans structure de fond. Oui, c'est complexe. La gravitation quantique à boucle n'est pas une théorie simple à comprendre. Il faut s'imaginer que tout ce qu'on dira là sera expliqué de manière très vulgarisée, puisque en réalité, c'est bien plus difficile à comprendre. Et c'est pour cette raison que j'insistais plutôt sur la quantification, puisque cette théorie-là repose essentiellement sur cette idée. On adapte le concept de quantification à l'espace-temps pour nous donner la gravitation quantique à boucle. En relativité générale, on imagine une scène, donc l'espace-temps, qui est dynamique et qui peut se courber. Mais par contre, en mécanique quantique, on imagine une scène plutôt plate et plutôt statique. Alors il va falloir essayer d'intégrer ce concept d'espace-temps dynamique à la mécanique quantique. Peut-être qu'au niveau quantique, notre espace-temps est composé de sortes de mini-atomes d'espace-temps, de mini-espace-temps séparés les uns des autres et qu'on se déplace d'atome en atome d'espace-temps. On va définir chaque point de l'espace-temps grâce aux mathématiques. C'est un peu comme si on attribuait une valeur à chaque emplacement entre gros guillemets de l'espace-temps. Et pour ce faire, on va créer des quantas d'espace-temps au sein même de cette toile, au plus petit des plus petits éléments possibles. On va retrouver une structure propre à l'espace-temps, une structure plus petite qu'un atome. Et quand on parle de quanta d'espace, c'est cette idée que si je commence à prendre un morceau d'espace et que je veux mesurer le volume de cet espace-là, je me rends compte que son volume, il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Le volume ne peut pas être aussi petit que je le souhaite. Tous ces grains qui composent l'espace-temps ne seront jamais plus petits que cette taille. 10 puissance, moins 35 mètres. Il n'y a rien qui soit plus petit que ça. On est donc là, à l'échelle de Planck, dans un monde totalement différent du nôtre. Un monde où les atomes sont l'équivalent d'une galaxie à côté de nous. Nous sommes à une taille de 0,34 zéros derrière, de mètres. Impossible d'aller plus bas. Ces briques d'espace-temps ont donc une taille minimale de 10 puissance moins 35 mètres. On va essayer de regarder à l'échelle de Planck, à 10-35 mètres, et on va se rendre compte qu'à ces échelles, l'espace-temps n'est plus continu. De loin, on a l'impression que c'est continu, mais c'est comme si ça venait par petits bouts, vraiment une sorte de Lego. Il y a plein de petites briques qui sont différentes. L'espace-temps est fait de ces briques. De loin, ça peut faire quelque chose de très joli, qui a l'impression que c'est continu, hein, mais de près, on va vraiment voir des constituants élémentaires de la géométrie. Prenez par exemple l'écran de votre téléphone et imaginez que c'est en fait la toile de l'univers. Donc sur votre écran, il y a des galaxies, des planètes, des étoiles, il y a tout tel que vous le voyez tout lisse et plat. Sauf qu'après, évidemment, il faut imaginer toutes les courbures qu'il y a naturellement dans l'espace-temps, mais ça, on va pas en parler. Et quand vous zoomez dans votre écran, quand vous vous rapprochez, vous commencez à voir des pixels. Vous voyez en fait ce qui compose l'écran de votre téléphone. Et bien avec l'espace-temps, c'est différent. Quand vous zoomez dedans, eh bien vous zoomez à l'infini. Vous zoomez de manière continue à l'infini sans que quelque chose vous arrête. Vous pourriez zoomer et vous ne verriez aucun pixel. Et ça, c'est parce que l'espace-temps n'est normalement pas quantifié. En le quantifiant, on n'a plus un espace-temps continu, mais celui-ci est maintenant composé de grains.
Donc si on zoome dedans au maximum, eh bien on découvrira ces briques d'espace-temps. On ne pourra pas zoomer puisqu'il n'y aura rien à voir après ça. L'espace n'est plus continu. Il est saccadé de petits éléments qu'il compose. Et au bout d'un moment, lorsqu'on arrive à cette fameuse échelle de Planck, on va en fait avoir une sorte de réseau, donc qui sont un petit peu, qui ressemblent aux réseaux de spin, qui sont duos en fait des réseaux de spin, mais peu importe. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'espace, en fait, on ne peut que bondir. L'espace continu n'existe pas. C'est l'image en fait que renvoie ces résultats de la gravitation quantique en boucle. Ces grains d'espace, ce sont les volumes les plus incompressibles de l'univers. Donc par exemple, pour aller d'un point A à un point B, entre deux grains, eh bien vous faites 1, 2. Mais il n'y a pas de passage entre les deux. C'est comme si, enfin, vraiment je mets des guillemets, l'espace à l'échelle de Planck va être discret. C'est-à-dire je peux passer d'un point à l'autre, comme ceci, je peux sauter. Mais entre les deux, il n'y a rien, il n'y a même pas du vide, quoi. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. C'est ça l'idée en fait de la gravitation quantique à boucle. Donc ça va être des petits points qui sont reliés. Vous voyez, ce petit point, il est relié à celui-là, il a une connexion avec celui-là, mais il n'est pas connecté à celui-là. Donc on va tisser notre espace-temps comme vraiment un réseau de connexion. C'est pas simple à comprendre, mais vous allez voir où est-ce que je veux en venir. On a donc ces pixels, et qu'on soit bien d'accord, ce ne sont pas des pixels ordinaires, qui vont former un réseau complexe. On appelle ça le réseau de spin. Ce réseau est extrêmement complexe à visualiser. Et donc, il faut imaginer un peu comme des petits grains qui sont liés les uns aux autres. On dit, mais en fait, on prend un réseau, mais un réseau vraiment tel que vous connaissez, c'est-à-dire un ensemble de nœuds en 3 dimensions, et ces nœuds sont liés par des chemins. Tout ça, ça forme un réseau classique, enfin un réseau tel qu'on le connaît très bien, on l'imagine. Et ce qui est remarquable, en fait, c'est que ce réseau de spin-là, donc vous voyez, il a cette image en 3 dimensions, donc c'est une sorte de réseau. Et souvent, on donne l'image que ce réseau-là, c'est ce à quoi ressemble l'espace à l'échelle de Planck. Des points qui sont liés avec des lignes. Voilà, les points, ça représente un peu les petits blocs d'espace-temps de la géométrie, et les lignes représentent la connexion entre ces points. Donc à quel point ils sont voisins. Nous avons donc un espace-temps composé de grains d'espace liés entre eux, le tout formant comme une sorte de réseau de connexion géant. Toute cette structure forme alors l'espace-temps, qui se courbe sur lui-même, sous la présence de masse. Mais on est dans le cadre de la gravitation quantique à boucle. Alors, qu'en est-il des boucles? Eh bien en fait, on a à la base imaginé comme des petits grains, comme des sortes de bulles, formant comme des boucles. Ces boucles sont des fondements mathématiques qui permettent de décrire la manière dont les grains d'espace-temps sont tissés ensemble. Comment sont-ils rattachés les uns aux autres? Je me souviens que j'ai commencé ma thèse avec Carlo. Il y avait cette image qui était sur son livre avec plein de petites boucles qu'il avait fait avec des porte-clés. Il en avait fait un vrai et c'était l'image de notre espace, de la géométrie de notre espace-temps. Carlo Rovelli, c'est lui. C'est l'un des pères fondateurs de cette théorie fabuleuse. C'est lui, avec quelques autres collaborateurs, qui a trouvé cette théorie. Il est aussi écrivain et travaille activement en tant que physicien théoricien. L'espace-temps, au final, ça va être une superposition de plein de ces petites boucles. Donc ça, c'était la formulation initiale. Alors le mot boucle aujourd'hui, il est un peu dépassé parce qu'on parle plutôt de réseau de spin. En fait, c'est une écriture mathématique de ce qui va se passer quand on va se déplacer dans l'espace-temps. C'est justement Carlo et Lise Moline qui se sont rendus compte que si on mettait les petites boucles entre elles, donc ces petites boucles s'entrelacent les unes avec les autres, et au final, on peut modéliser cela comme un réseau. Et donc on est passé des boucles à des réseaux de spin. En gros, on va dire que chaque brique a son propre spin qui détermine le volume d'espace-temps que la brique occupe. Et chaque brique va être liée aux autres, formant le réseau de spin. Et c'est très complexe à visualiser. Mais ce qu'on doit comprendre surtout et retenir, c'est que l'espace-temps est scindé en minuscules parcelles, toutes liées entre elles. On peut se demander ce qu'il se passe lorsqu'un objet massif vient courber l'espace-temps. Comment la gravitation est expliquée dans ces cas-là, puisque l'objectif à l'origine, je le rappelle, est d'expliquer la gravitation dans le monde de l'infiniment petit. Classiquement, ta masse va courber ton espace-temps, donc va changer toutes les distances autour. Et au niveau quantique, on imagine que la particule, c'est comme quand on jette quelque chose dans un liquide bouillant, voilà, dans de l'eau, ça va faire plein de petites bulles autour. Et c'est exactement la même chose qui va se passer là. Une masse va créer plein de petites boucles, plein de petites bulles de spin autour qui, ensemble, vont créer des déformations de la géométrie qui, quand on va regarder de très loin, ça va être représenté par une courbure de l'espace-temps. Grâce à cette quantification qu'on a faite de l'espace-temps, on pourra finalement comprendre la gravitation dans le monde de l'infiniment petit. À notre échelle, la Lune est attirée par la Terre et inversement,
puisque la Terre crée une courbure dans l'espace-temps. Mais à l'échelle du très petit, on va décrire ce phénomène grâce au fait que les petits grains d'espace qui constituent l'espace-temps se déforment. Et c'est assez logique, si l'espace-temps global se déforme, eh bien les plus petits constituants se déforment aussi. Ainsi, on décrit les gravités à plus petite échelle dans une structure granulaire. C'est donc là la microstructure de l'espace-temps. Et ce volume minimal, il est super intéressant pour comprendre la physique des trous noirs et aussi pour comprendre le Big Bang. Quand un trou noir courbe l'espace-temps, il ne le courbera pas à l'infini. Il le courbera juste jusqu'à un quanta d'espace. La singularité au centre du trou noir, on a dit que tout tombe en un point. Mais ce que dit la gravité quantique à boucle, c'est qu'un point, ça n'existe pas. On a une petite case, en fait, d'espace-temps. Et donc, tout ne va pas tomber en un point, mais tout tomberait en gros dans cette case. Et voilà, les singularités n'existent plus. On comprend alors l'intérieur des trous noirs, et on réussit à lisser ces infinis. Avant, l'espace-temps se courbait à l'infini, et tellement il y avait de matière en un seul point, il se déchirait. Mais maintenant, toute la matière du trou noir va se densifier en un de ces quantas d'espace. Un seul, ou peut-être plusieurs. Quand il y a quelque chose qui devient infini, en physique, on se dit que c'est simplement qu'on l'a mal calculé. C'est pas ça. Et la gravitation quantique à boucle va essayer de résoudre ce problème en disant qu'en fait, comme l'espace-temps n'était pas continu mais venait par petits blocs, il y a juste un petit bloc fondamental et on ne pourra pas aller au-delà. On ne peut pas le réduire pas l'enlever, voilà. Et ça permet de résoudre des problèmes comme la singularité au centre des trous noirs ou la singularité initiale au Big Bang. C'est se dire aussi qu'une case d'espace-temps ne peut pas avoir une énergie qui dépasse un certain stade. On pourrait ne pas dépasser une certaine énergie, une sorte d'énergie maximale. Si c'est ça, une fois qu'on a rempli une case, c'est seulement la suivante qui pourra être remplie, etc. Et que peut-être le centre du trou noir n'est pas un point, mais peut être un objet peut-être plus large. L'espace-temps se courbe sur une taille de 10 puissance moins 35 mètres, la plus petite taille qui existe à l'échelle de Planck. Donc, les singularités n'existent plus. La gravitation quantique à boucle a permis de lisser ces singularités et a résolu nos problèmes. Il existe un autre phénomène assez connu chez les trous noirs. On l'appelle le rayonnement de Hawking. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais ce rayonnement-là suppose que les trous noirs peuvent mourir, en disant seulement que ces régions s'évaporent au fil du temps. En fait, il existerait des phénomènes quantiques aux abords des trous noirs, faisant que des particules s'échappent du trou noir. Celui-ci donc diminuerait en masse, jusqu'à même disparaître. Plus un trou noir est massif, et plus son évaporation sera lente, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'années. Donc là, on parle sur des échelles de temps bien plus grandes que l'âge de notre univers. Mais en gravitation quantique à boucle, on va supposer une chose. Alors, il y a des gens qui travaillent sur justement ces aspects-là des trous noirs dans la gravité quantique à boucle, qui disent qu'en rétrécissant, il se pourrait que l'horizon du trou noir atteigne l'objet qu'il y a à l'intérieur. Et d'avoir une transition quantique, comme un effet tunnel, qui fait passer d'un trou noir à un trou blanc. La différence entre un trou noir et un trou blanc, on la connaît. Un trou blanc, c'est l'exact opposé d'un trou noir. Au lieu d'attirer la matière, elle la rejette et l'accélère à des vitesses relativistes. Mais ça, on n'en parlera pas ici, puisque j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo disponible sur la chaîne. Quand on arrive à des échelles de Planck, en fait, l'objet stable, le véritable objet, ce n'est pas un trou noir, c'est une sorte de superposition entre un trou noir et un trou blanc, qui à un moment, soit ça redevient un trou noir, soit ça redevient un trou blanc. Et on pense que si ce phénomène s'est déjà produit dans l'univers, alors il y aurait des traces, des signatures de ces transitions. Si jamais on en détecte un jour, alors cela constituera une preuve de l'existence physique de la théorie de la gravitation quantique à boucle, puisque jusqu'alors, tout ce qu'on a affirmé depuis tout à l'heure n'est que théorique. On ne sait pas si cette théorie est vraiment possible ou non. On sait qu'elle l'est mathématiquement, et évidemment, elle n'est pas encore achevée. Mais on n'a, pour l'heure, aucune preuve pouvant justifier l'existence de cette théorie. Il faudrait qu'on puisse observer dans l'univers des objets ou des phénomènes prédits par cette théorie, comme par exemple la transition des trous noirs à un trou blanc. Mais tout ça, c'est plus simple à dire qu'à faire. Et si un jour cette théorie est prouvée, alors on pourrait avancer et enfin comprendre pourquoi et comment le Big Bang a eu lieu. On pourrait peut-être comprendre la singularité initiale, datant du début de l'univers. Si ce qu'on dit sur les trous noirs, c'est qu'on ne peut pas en fait tout concentrer en un point, alors a priori, dans l'univers, c'est pareil. Et donc, l'univers ne devrait pas être parti d'un point, mais il devrait avoir eu une taille au début, à son début, une taille où toute l'énergie remplissait le nombre minimum, entre guillemets, de cases possibles d'atomes d'espace-temps.
Et donc, on parle d'univers qui serait en rebond. Donc, il pourrait y avoir eu avant un univers qui s'est contracté, mais pas en un point, jusqu'à la limite qui pourrait être issue de la gravité quantique, la boucle, avant de rebondir et de se réagrandir. Et on pourrait peut-être observer aujourd'hui, en particulier dans le fond de rayonnement cosmologique, des effets du rebond. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque cruellement de preuves pour justifier cette théorie. Mathématiquement, c'est à peu près OK, mais physiquement, ça ne l'est pas encore. Quand on dit que ça fonctionne sur le papier, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a aucune confirmation expérimentale de ces théories de la gravitation quantique. Mais à l'heure actuelle, si on veut justifier cette théorie, les scientifiques pensent qu'il faut miser sur l'étude des ondes gravitationnelles. C'est d'ailleurs le sujet d'un très gros documentaire à ne surtout pas louper qui arrivera sur la chaîne d'ici le mois de juin. Grâce aux ondes gravitationnelles, aujourd'hui, on a accès à des astres invisibles, entre guillemets. Comme sur le trampoline, c'est que si on commence à bouger sur la toile, en fait, ça va faire vibrer la toile. Hein, elle va bouger un peu. Bon, si on saute, ça va la faire vibrer beaucoup. Et justement, en fait, ces petites vibrations, ou les vibrations de l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Donc quand il y a un objet qui est suffisamment lourd et qui bouge beaucoup dans l'espace-temps, il va faire vibrer l'espace-temps et il va créer des ondes gravitationnelles. D'ailleurs, les mathématiques de cette théorie sont très complexes, ce qui limite forcément la progression de cette théorie. Mais cette théorie reste aussi très discutée. Certains vont dire qu'elle est entre guillemets périmée et qu'il faudrait se pencher sur d'autres théories de la gravitation quantique. Donc expliquer la gravitation dans le monde du très petit, mais d'une autre manière que la gravitation quantique à boucle. Mais si un jour cette théorie venait à être prouvée, alors ça changerait totalement notre perception de l'univers. Peut-être que l'étude des ondes gravitationnelles nous aidera à justifier cette théorie, et c'est pour ça que justement, j'en ferai un documentaire très bientôt. Et n'oubliez pas que vous avez moins 10% sur tout le site de RhinoShield pendant 48 heures avec mon code ZEBROLOS ou en passant par mon lien en description. Et encore merci à RhinoShield pour leur soutien. J'ai fait un documentaire sur la théorie du tout qui est disponible juste ici, et foncez voir aussi mon documentaire que j'ai fait en Laponie exprès pour vous qui est disponible ici. Merci d'avoir suivi ce documentaire, merci aux intervenants, c'était ZEBROLOS. Bye.